Le mot qu'on entend le plus souvent ces jours-ci, qu'on lit le plus souvent aussi, c'est le mot authenticité. Trouvez-vous comme moi que c'est un mot qui est très galvaudé parce que plus on en parle, j'ai l'impression que moins on l'est. Puis il y a une raison pour ça. Est-ce que vous êtes prêt à payer pour le prix de l'authenticité? Parce qu'il y a un prix à payer quand on est authentique. La semaine dernière, on a parlé d'Elizabeth Gilbert qui a été authentique tellement que c'est certain que ça va en déranger plusieurs quand on parle des différents sujets polarisants qu'elle a abordés dans son dernier livre, que ce soit la mort, la drogue, la dépendance au sexe en tant que femme. C'est un paquet de sujets qui sont difficiles à aborder ou risqués, en fait, mais qui, dans son cas, sont vrais pour rendre hommage à son amoureuse. Autre sujet qui peut diviser. Elle a quitté Marie pour rejoindre son amoureuse, qui était son amie avant. Ça aussi, ça peut polariser, mais pour rendre hommage à son amoureuse, elle a été pleinement authentique. Même chose Éric Lapointe qui décide dans un documentaire un peu plus profond, même beaucoup plus profond que celui de Charlie Sheen, par exemple, de deux bad boys qui décident de se raconter, mais c'est pas de la même façon. Deux bad boys qui ont eu des démêlés avec la justice. J'ai fait un post sur le sujet qui a polarisé. Mais Éric Lapointe, donc, carrière de 30 ans, Charlie Sheen aussi, n'ont jamais caché leurs démons à leur public. Est-ce que l'authenticité résonne avec le public? Oui, mais ça va en faire fuir. Ce prix, est-ce que c'est possible d'être authentique, d'être aimé de tous? Être authentique puis faire l'unanimité, c'est-tu vraiment possible, ça? Est-ce que ça existe? En connaissez-vous? Je sais pas, hein? S'il y en a qui réussissent à être authentiques. Je veux parler de ça avec vous aujourd'hui à J'ai une idée. Bienvenue, tout le monde. Mon nom est Jeannie Duquette, stratège de haut niveau, ancienne PDG dans l'industrie musicale, conseillère en notoriété et spécialiste des récits invisibles du succès. Je vous emmène dans les coulisses de la stratégie, du pouvoir et de l'influence. J'ai une idée, c'est un podcast francophone d'opinion, sans entrevue ni détour, une voix seule mais jamais isolée. Ici, on ne commente pas l'actualité, quand ça arrive, on la décortique pour mieux comprendre les dynamiques invisibles derrière le succès. Parce que je fais de la stratégie de notoriété, d'image publique, de conception, déploiement de narratifs humains pour convertir l'audience en peu importe le domaine, là, aujourd'hui c'est en clients ou en des gens qui votent pour vous. C'est ça, on se base sur une histoire qu'on raconte en public pour aller rejoindre son public. Et est-ce que cette histoire-là peut se permettre d'être tout à fait authentique? Il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui est 100% parfait. Tout le monde a des zones. Vous allez dire, oh, ça va de soi. Jeannie, ça va de soi. Mais quand quelqu'un choisit de montrer ses zones d'ombre ou ses zones moins communes, on a tous été au secondaire. Au secondaire, vous le savez, tout ce que le monde critique, c'est ce qui est différent. Ultimement, dans votre vie, ce que les gens vont aimer, c'est votre différence. Mais ça prend du courage pour accepter et assumer ces différences. Puis c'est la même chose quand on parle d'authenticité publique. Il y a un prix à payer quand on le devient vraiment. Pensez-vous? Parce que être soi-même totalement, est-ce qu'on peut se le permettre sans déranger? Pensez à Mariana Mazza, qui est soi-même totalement, qui est allée parler de son portefeuille. Tout le monde en parle il y a 2 semaines. Donc, une femme qui parle de pouvoir, qui parle d'argent, mais c'est ça, est-ce qu'on peut être vrai sans perdre des gens en chemin? Pas nécessairement.
Puis est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Est-ce que, tu sais, c'est un mot qui est galvaudé, mais est-ce que c'est possible d'être totalement authentique où il y a tellement de soins mis dans l'image? Il y a tellement de soins ou de stratégies de contournement qui peuvent être déployées dans le cadre d'une image publique. Là, je pense, tu sais, c'est peut-être ça qui dérange chez les influenceurs. Parce que les influenceurs se mettent en scène. C'est souvent des jeunes qui se connaissent pas tellement eux-mêmes. Et peut-être que ce décalage-là fait qu'il y a un scepticisme généralisé. Je pose la question. C'est toutes les questions que je me pose autour de l'authenticité. C'est ce qui a nourri ma réflexion là, pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, ce que je sais de l'authenticité, ce que moi, je pense, c'est que l'authenticité, ça te permet de trier les gens. Sur le web, là, aujourd'hui, ça te permet de trier les gens qui font partie de ta tribu ou pas. Donc, il faut vivre avec le fait que plus tu es authentique, plus tu vas diviser. Peut-être que tu ne rallieras pas tout le monde dans un premier temps, surtout pas ceux qui portent les mêmes crochitudes que tu t'autorises à montrer puis qui sont pas au courant. Parce que c'est un trigger, l'authenticité. Souvent, les gens qui vont le plus critiquer les défauts ou la personne, tu sais, des fois, ils savent pas nécessairement c'est quoi qui est fatigue. Ils vont juste dire « Ah, elle m'énerve » ou « Ah, lui, il m'énerve ». Ils pourront pas toujours mettre le doigt sur ce qui passe pas ou ce qui est croche. Des fois, c'est parce que ça vient chercher quelque chose qu'eux-mêmes s'empêchent d'être ou s'autorisent pas à avouer. Fait que, tu sais, on fait pas de la psychologie, là, dans le sens où c'est aller se présenter publiquement, mais donc quelqu'un qui va admettre ses défauts va être... ou ses défauts, ou des fois, c'est des passions qui sont étranges. Des fois, ça va polariser. Puis, ces gens-là, ils vont unfollower, ils vont pas aimer. Et c'est une des réalités. C'est pas toujours de la critique qui va venir. Puis, tu sais, ce que je rencontre souvent avec ma clientèle, c'est « Ouais, mais si je dis ça, je vais perdre du monde. » Ouais. Aujourd'hui, le web, t'as plus une salle ou un potentiel d'avoir juste 10 personnes dans ta gang. Vu que le web, ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de limites, quand on est dans une stratégie de notoriété, peu importe elle est où la personne, ça l'embarque dans ta gang, elle embarque dans ta gang. Alors, l'influence, on peut la moduler pour qu'elle reste à l'intérieur des frontières, mais elle peut être modulée aussi pour traverser même l'océan. Vous savez, au Québec, particulièrement quand j'ai lu le Code Québec la dernière fois, au Québec, on aime ce que le monde aime. Tu sais, ce que tout le monde aime, là, le Québec aime ça. Fait que même ce que le monde à l'international aime, le Québec va faire « Ah oui, nous autres aussi, on aime ça. » Surtout quand c'est québécois. Fait que souvent, tu sais, il y a des Québécois qui vont devenir reconnus à l'international avant d'être reconnus ici. Alors, on aime ce que le monde aime, fait qu'à partir du moment où, oui, il y a des gens qui vont faire « Ah, j'embarque pas dans Mariana Mazza, exemple, ou j'embarque pas dans... je sais pas, le maire de Huntington était controversé à l'époque parce que très, très transparent, polarisant à la limite. Il y a des gens qui vont dire oui, qui vont dire non, mais à un moment donné, quand ça devient la coqueluche du mois, ce qui a été le cas du maire d'Huntington à un moment donné, ben là, vont dire « Ah oui, finalement, il est sympathique. Ah oui, finalement, tu sais, comme quand la personne devient de plus en plus connue, ça devient comme un membre de la famille, puis t'apprends à les aimer. » Au même titre où il y a des gens sur le web aussi, il y a cette pratique qui est... Parce que si la peur, c'est de polariser, c'est que les gens qui t'aiment pas, parfois, vont autant te suivre que les gens qui t'aiment. Alors, il y a des artistes qui disent ça, ils disent « Moi, je les aime, mes haters, parce qu'ils me suivent. Puis ils commentent sur toutes mes posts, pas pour dire des bonnes affaires, mais ils sont là. Fait qu'ils augmentent mon niveau d'engagement, ils augmentent mon niveau de conversion. Puis
Puis ces gens-là sont capables d'aller chercher des partenariats ou peu importe ce qu'ils cherchent, là. Êtes-vous prête à polariser? Parce que c'est ça être authentique. C'est ça dire les vraies affaires. Il faut être patient parce que la polarisation au début, elle va être plus poussée. Elle va s'habituer à ça aussi, dans le sens où c'est pas tout le monde qui décide d'avoir une présence sur les réseaux sociaux qui ont conscience du fait que leur présence peut peut-être polariser. Il y a cette appréciation-là. Je vous raconte un peu comment je fonctionne. Quand je commence à travailler un dossier, la chose la plus importante pour moi, c'est la personne qui est devant moi. Puis c'est pas la personne en apparence. Puis c'est pas la personne dans ma perception. C'est la personne dans le plus profond de son intention, mais aussi de sa motivation. Pourquoi elle fait ce qu'elle fait? Pourquoi elle veut faire ce qu'elle va faire? Quel est l'objectif? C'est ça qui va permettre au discours d'être aligné. C'est-à-dire que le discours qui va être authentique, cohérent, va passer beaucoup plus facilement qu'un discours. Tu sais, il y a tout le temps des gens là, que vous connaissez, qui vont dire « Ah, lui, il peut dire n'importe quoi puis ça passe. » Il y a des gens qui sont assumés. Il y a des gens qui sont self-aware. Il y a des gens qui s'aiment profondément dans leur crochitude. Je vous ramène à un TED Talk de Brené Brown. Allez l'écouter, le pouvoir de la vulnérabilité. Les gens qui se considèrent aimables et potentiellement aimés malgré leurs défauts, malgré leurs imperfections, vont être beaucoup plus solides dans leur vulnérabilité, dans leur authenticité. On va marquer le point ici. C'est important. Pourquoi, dans une démarche de notoriété, on va aller parler d'estime de soi? Pourquoi, dans une démarche de notoriété, on va parler de confiance en soi? Pourquoi, dans une démarche de notoriété, on va aller voir pourquoi on veut être connu? On veut être connu ou on veut être aimé? Parce que si être aimé, c'est correct, mais c'est pas le même chemin. Je sais que le chemin est très différent. Ça aussi, j'en ai déjà parlé, mais c'est quelque chose dont j'ai été témoin, malheureusement, plus qu'une fois. Mais quand quelqu'un s'aime pas, il n'est pas capable d'avoir l'amour du public, de recevoir l'amour du public, et cette absence de réception ou d'être capable de prendre les compliments autant qu'on est capable de prendre les critiques, c'est de couper la conversation avec le public. Hein? Si tu as de la misère à apprendre ce qu'ils disent, tu les écoutes pas ou tu réagis pas parce que tu gèles, puis tu as de la misère avec ça, puis tu sais pas quoi répondre, ben la conversation elle se coupe là. C'est terminé. Alors, quelqu'un qui te suit, quelqu'un qui t'écrit, quelqu'un qui veut assister à ton webinaire, tes conférences, ou ultimement qui va voter pour toi, ben cette personne-là, si elle ne te sent pas engagée, elle va se désengager. Parce qu'on est dans l'ère de... Aujourd'hui, c'est important d'avoir des gens engagés qui ont l'attention sur certaines personnes. Alors, ça va loin, cette fameuse phrase d'authenticité qu'on répète ad nauseam sans trop savoir ce que ça veut dire. Et si je résume, être authentique, c'est accepter de ne pas être parfait. Être authentique, c'est accepter la critique qui vient avec ses imperfections. Parce que si toi, tu t'acceptes dans tes imperfections, peut-être pas la personne qui te regarde. Et être authentique, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, puis qui vont aller ailleurs, puis c'est correct. Et être authentique, c'est être confortable avec sa propre vulnérabilité. Et être authentique, c'est pas pour aller chercher à l'extérieur une validation d'un manque d'estime de soi, parce que sinon, ça va créer un déséquilibre. La conversation va se couper. Et les gens vont s'en aller. Souvent, il y a des artistes, des one-hit wonder que vous connaissez, là. Nelly Furtado, là, c'est un peu ça qui est arrivé au début.
Parce que je sais qu'il y a un comeback. Là, je peux me permettre, j'essayais de trouver un artiste à qui ça s'appliquait. Moi, j'avais ressenti ça. Dans ses discours à l'époque, vous savez, elle a eu des gros hits. C'est devenu mondial, puis ça a plafonné, puis elle a disparu. C'était une question de... C'est encore là, ça se travaille tout ça. Hein? Ça se travaille quand on s'apprête à faire justement une carrière potentiellement mondiale ou avoir énormément de rayonnement, de pratiquer son muscle intérieur, de savoir où on va, de renforcer notre pourquoi, notre estime, nos fondations. C'est important parce que quand la vague de reconnaissance du public va arriver, qu'elle soit bonne ou pas bonne, être solide, c'est important. Puis on le voyait, moi j'avais spoté ça que Nelly Furtado, à la fois dans ses discours d'acceptation, mais aussi, sans y avoir parlé très longuement, là, je la voyais de loin, disons, mais dans des environnements plus privés. Puis j'étais pas sûre, je me disais, ça va être dur, ça va être tough. J'espérais que... Puis c'est pas toujours la faute des autres, hein? Ça commence par soi, parce que la personne est prête à se regarder soi-même, prendre la critique, accepter qu'on a des bouts. On en a un bon exemple, encore une fois, avec Jennifer Lopez, qui, avec 2 documentaires, essayait de prouver à ses haters que le bout qu'ils n'aimaient pas d'elle, bien, il n'y avait pas raison. Au lieu de se dire « Ouais, tout le monde pense que je ne l'ai pas pantoute dans mes histoires de cœur, puis que j'arrête pas d'en parler, mais finalement, ça fait 4 fois que je me marie, puis finalement... » Peut-être que je ne l'ai pas, puis peut-être que c'est pas la faute des autres. Peut-être que j'ai un peu à voir là-dedans. Pour elle a renversé l'opinion des gens là-dessus, c'était de gagner. Donc, de se marier avec Ben Affleck, puis qu'ils vécurent heureux. Mais là, ça n'a pas marché. Fait qu'à quelque part, j'espère que le fait que c'est rentré, quoi qu'elle vienne d'aller à... Elle vient d'aller à Howard Stern. C'était bien fait. Là. J'ai écouté l'enregistrement avec Howard Stern. Et bon, elle y a eu un peu de controverse. Elle était très craintive. Il y a certaines choses qu'elle hésitait à dire parce que tout ce qu'elle dit va être monté en épingle. Puis là-dessus, elle a totalement raison. Et là, quand Howard finit par y poser la question, parce qu'il ne parle pas beaucoup de sa vie personnelle, ni de ses échecs professionnels, c'est très clair qu'il a dû se faire dire avant l'entrevue, Howard, si tu parles de quoi que ce soit, Jennifer, elle s'en va ou elle restera pas. Alors, ils ont parlé d'autres choses, de sa carrière musicale, mais à un moment donné, il dit, penses-tu que tu as été vraiment aimée? Puis elle a dit non, je pense pas. Elle dit, c'est pas parce qu'ils voulaient pas, c'est parce qu'ils étaient pas capables. Oh my God. Fait que ce bout-là a été repris, a été ressorti de l'entrevue. Et là, son premier mari a publié des stories en disant, là, il est à peu près temps que tu te regardes dans le miroir, là, parce que ça va faire, là, dire que c'est tout le temps la faute des autres. Oh boy! Fait que lui, il était pas content. C'est le seul qui est pas connu, là, son premier mari. Fait que... Quand on parle de s'autoriser, elle a fait un exercice d'authenticité qu'elle croyait authentique, là. Mais parfois, il faut aller au fond de soi pour être sûr qu'on est bien authentique. Et être sûr que ce que notre conscient veut, c'est ce que notre subconscient veut aussi. Parce que ce que je vois souvent, puis c'est pour ça que j'ai développé plein d'outils parce que j'ai fait beaucoup de lectures sur le leadership, énormément sur les motivations qui nous viennent de notre subconscient, de notre inconscient. Parce que, vous le savez, je ne veux pas parler de trop d'affaires, là. C'est un sujet qui me passionne, mais vous le savez que... Bien, vous le savez peut-être pas, mais ce qui nous motive dans la vie, c'est notre subconscient à 80 %. Et 20 % seulement de nos décisions sont prises par notre conscient. Alors, on sait, oui, quand on fait des exercices, souvent, on va savoir qu'est-ce qui se trouve dans notre conscient, mais ça, c'est pour ceux et celles qui font les exercices de leadership, de s'apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses forces, ses faiblesses, faire tous ces exercices qui ne sont pas dans le faire, mais qui sont dans l'être. Je vous en ai déjà parlé aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de résistance quand vient le temps de faire ça. Comme si parler de soi, c'était pas important. Sauf que parler de soi, puis d'aller au fond de soi, c'est ce qui va déterminer vos motivations. Puis la motivation profonde, là, le public va l'avoir avant vous, si vous ne la savez pas. C'est ça, le disconnect. Ce
qui crée le disconnect, c'est quand le conscient fait pas ce que l'inconscient veut. C'est important d'aller voir c'est quoi nos motivations profondes. Ça m'arrive des fois d'avoir, ça c'est un processus, là, on a tout un processus, c'est chez Jeanne D pour se mener aux motivations profondes. Je ne veux pas le décrire ici parce qu'il ne faut pas le savoir, parce que sinon on va rentrer ça dans le conscient, on n'aura pas les bonnes réponses de l'inconscient. Pourquoi on fait tout cet exercice? C'est parce que tout ce qu'on va publier ou communiquer après doit être aligné. Conscient, inconscient, intention, motivation et perception. Parce que des fois, les gens ne perçoivent pas de toi la vraie affaire. Ça aussi, ça crée un disconnect quand on a des intentions d'avoir une carrière publique. Aujourd'hui, tout le monde a des carrières publiques. Alors, ça crée un disconnect, ça, quand ce que tu publies, c'est pas toi. C'est le malaise. On vient au malaise que je vous ai parlé au début. Il y a un malaise face à certains influenceurs, puis les gens peuvent pas tout mettre le doigt dessus, mais c'est parce qu'il y a un disconnect. Souvent, ce qu'on perçoit, c'est pas ce que la personne est. Des fois, oui, c'est dans la perception que c'est pas correct, mais il faut tout réaligner tout ça, là. C'est ça qui fait qu'il y a une formule gagnante. Est-ce que je suis trop dans le business aujourd'hui? Est-ce que je vous parle un peu trop de... je pense que ça s'applique dans vos relations, ça s'applique partout parce que plus on est authentique, plus nos relations sont profondes, sont vraies, sont durables. Les relations, c'est la base, là, que ce soit dans votre vie personnelle, votre vie familiale. Fait que moi, c'est drôle, mais plus... Je vivais dans un monde où, oui, là, il y avait pas mal de faux semblants. Et dans une certaine mesure, moi, j'ai essayé de casser ça en me disant... Nous autres, les femmes, on pourrait faire les choses différemment. J'ai essayé de casser ça. Parfois, c'était des erreurs magistrales de ma part. Parce que il y a une manière d'être authentique. Il y a un moment, il y a... C'est ça. C'est qu'il faut être prête à payer le prix. Il faut être capable de payer le prix. C'est-à-dire qu'il faut avoir assez de capital, de sympathie pour se permettre de perdre du monde. Quand on n'a rien à perdre, let's go, on y va. On part, let's go, on polarise et tout ça. Quand on n'a rien à perdre. Mais si on a beaucoup à perdre, là... Tu sais, moi, j'étais en début d'initiative. J'ai voulu construire ça plus authentiquement. À un moment donné, je pense que c'est quelque chose en particulier que j'ai pas le goût de raconter tout de suite, là. Ben, moi, je le raconterais bien, mais c'est parce que je suis pas toute seule là-dedans. Fait que... Mais tout ça pour dire que c'est ça. Cette authenticité, ça, c'est pas correct dans une certaine mesure, à certains moments. Donc, il faut pouvoir se le permettre d'être authentique. Fait que, ce que j'aimerais que vous reteniez là, d'aujourd'hui, c'est l'authenticité, c'est quelque chose qui polarise. Ça va faire qu'il y a des gens qui vont critiquer. On est-tu prête à être critiqué? On est-tu assez solide pour être critiqué? Est-ce qu'on est assez patient pour que ces critiques-là, ultimement, se convertissent en respect? C'est peut-être pas de l'amour, mais tu sais, quelqu'un qui a une carrière qui dure longtemps et qui a plusieurs accomplissements puis qui est passé par-dessus les critiques, bien, les critiques vont se transformer en respect. Mariana Mazza est un bon exemple, Véronique Cloutier est un bon exemple. Puis là, vous allez me dire, Janie, Véronique, tout le monde, c'est l'unanimité. Non, vous seriez surpris de voir que plus quelqu'un est aimé, plus il polarise. Il va toujours avoir des gens qui écrivent pour exprimer leur mécontentement. J'écoutais ce matin Chantal Hébert à Radio-Can qui disait, elle dit, vous savez, c'est un privilège d'être connue. Puis elle dit maintenant, elle dit, c'est un grand privilège pour moi de constater que les gens qui t'aiment vont tous venir te le dire, puis ceux qui t'aiment pas, ils vont te l'écrire. Puis elle dit, c'est pas mal mieux que si c'était l'inverse. Elle a eu une montée en popularité, Chantal Hébert, depuis qu'elle va parler de politique sans filtre, comme on la connaît, tout le monde en parle, mais c'est ça, ça vient. Si vous l'aimez, vous allez vous dire, mon Dieu, mais
comment qu'elle peut ne pas être aimée, là, alors que... Puis tu sais, des fois, les critiques viennent pas juste de gens qui perçoivent des imperfections. Des fois, c'est de la jalousie. Des fois, c'est l'intention de nuire. Des fois, c'est pas toujours noble. Là. Il y en a des critiques pour rien, là. C'est juste quelqu'un qui file pas bien. Parce que là, faut pas oublier que la critique aussi, à la base, ça parle plus de la personne qui critique que ça parle de vous. C'est pas un épisode sans critique, mais c'est dans ce que je veux que vous reteniez. Donc, si vous avez peur de la critique, dites-vous que l'authenticité, ça commence quand la peur a fini. Fait qu'il faut passer... Tu sais, l'idée, c'est de passer par-dessus. Ensuite, quand vous allez dire ce que vous pensez vraiment, ce que vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment, où vous voulez aller vraiment, bien, ça fait un tri. Ceux qui s'en vont, c'est de la sélection naturelle. Et la dernière chose que je vais vous dire, puis j'en reparlerai peut-être plus loin si ça vous intéresse, mais dites-vous que, tu sais, les gens vont toujours dire « Ah, tout ce qui est fait avec amour, c'est ce qui est le plus merveilleux, c'est ce qui va être le plus... » Parce qu'en leadership, on parle souvent des études de Hawkins qui parle... Lui, il est allé étudier c'est quoi l'intention derrière chaque geste. Quand un leader pose un geste, bien, si ce geste-là, il vient de quelle intention, de quelle émotion, ça va déterminer comment le geste va être accueilli. Quels gestes ont le plus d'impact? Quels gestes vont le plus fédérer, mobiliser, convertir les gens? Pendant longtemps, on a pensé que c'était l'amour, mais on a compris aujourd'hui, preuve à l'appui, que c'est l'authenticité qui est à la base des gestes les plus transformateurs, mobilisateurs, convertisseurs. Alors, c'est pour ça que mieux on se connaît, plus on sait qui on est, pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous motive dans notre conscient et notre inconscient. Plus on est conscient de tout ça, plus notre leadership va être fort, plus ce que vous allez dire, proposer, initier va être porteur dans votre vie de tous les jours. Alors, si vous avez aimé cet épisode aujourd'hui sur l'authenticité, likez le podcast, s'il vous plaît. Partagez-le avec quelqu'un qui vous pensez pourrait il pourrait s'en servir dans sa vie de tous les jours si ça peut aider quelqu'un que vous connaissez. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le commenter. Si vous voulez en savoir plus aussi sur ce que je propose, venez me voir sur le site web et jeanneetiquette.com. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup.